Quel avenir pour les relations entre l'Europe et l'Afrique? La rédaction de TV5 Monde se mobilise à l'occasion du sommet Union européenne-Union africaine, un événement à suivre en direct sur les réseaux sociaux et de TV5 Monde et sur notre site internet. On retrouve sans plus attendre en direct de Bruxelles Dominique Chimbakala et à ses côtés un invité, Christophe Lutundula, vice-premier ministre de la République démocratique du Congo et ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Dominique, bonsoir Monsieur le ministre, c'est à vous. Bonsoir Mohamed, bonsoir. Alors effectivement, nous sommes ce soir à Bruxelles, dans les locaux du Conseil européen, qui accueille ce 6e sommet Union européenne-Afrique. Plus de 80 chefs d'État, de gouvernement sont présents pour parler bien sûr de sécurité, de gouvernance, de migration, d'économie et puis d'autres sujets comme la santé, l'éducation ou encore la transition énergétique. Et l'objectif affiché par Bruxelles, eh bien, c'est de rénover la relation entre les deux continents. Et parmi les délégations présentes à Bruxelles, eh bien, il y a celle de la République démocratique du Congo, dont le pays assurait la présidence tournante de l'Union africaine il y a encore quelques semaines. Et ce soir, notre invité est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu dans le 64 minutes de TV5 Monde. Alors, vous êtes venu avec le Premier ministre, le ministre des Finances, du Budget, plusieurs experts. C'est une délégation importante qui est ici pour la RDC. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Bon, écoutez, nos attentes sont les mêmes que celles de tous les Africains. C'est la relance et surtout la rénovation de notre partenariat avec l'Union européenne. En effet, ces derniers temps, il faut dire que ça n'a plus été comme avant. De toutes les façons, les Africains ressentent très peu la présence des Européens face aux problèmes de développement, aux problèmes existentiels auxquels ils sont confrontés, qu'il s'agisse de la sécurité, des infrastructures, du terrorisme, de la transition énergétique et de l'ensemble des questions liées au changement climatique. Oui, au niveau de la pandémie de Covid, il y a eu de surface de coopération, mais de toutes les façons, si vous comparez tout cela avec ce que nous faisons avec d'autres partenaires, actuellement il y a un peu une sorte d'effet de mode, Afrique-Asie, Afrique-Chine, Afrique-Japon, Afrique-Turquie aussi, Afrique-Corée du Sud. Si vous faites une comparaison, il est clair aujourd'hui que ce n'est pas le même partenariat, ce n'est pas la même présence qu'avant. Évidemment, la grande responsabilité pour notre développement, c'est d'abord à nous les Africains que cela incombe. Et donc aujourd'hui, l'Europe a besoin de l'Afrique, l'Europe a de capitaux, l'Europe a besoin de marchés. Les Africains, nous avons besoin de capacités pour optimiser l'exploitation de nos ressources naturelles et faire en sorte que nous gagnions de moyens pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc il y a, si vous voulez, un peu d'intersection et qui oblige qu'on soit ensemble. Voilà pourquoi nous sommes là et rénover, tout simplement parce que il faudra changer de logiciel. Alors justement, lorsque vous dites qu'il faut changer de logiciel, concrètement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans cette relation entre les Européens et les Africains? Ce qui a toujours moins fonctionné, c'est le peuple qui n'est pas là. Je crois, et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord avec les Européens, qu'il faut tourner les yeux vers le peuple africain. Et que le partenariat doit être d'abord un partenariat entre les peuples et pour les peuples. Ça, c'est de un. De deux, éviter moins de diarrhée verbale. Et d'ailleurs, c'est pour cela que maintenant, on ne fait plus de séances plénières, de messes politiques. On est dans les tables rondes pour aborder les vrais problèmes de développement. Et ces problèmes-là, c'est nous les Africains qui devons le définir et qui devons le poser. Comme eux aussi nous posent le problème des espaces commerciaux. Et voilà, donc il faut donc le peuple et aborder les vrais problèmes de l'Afrique, les résoudre, pas trop de philosophie, une démarche pragmatique, rationalisée, qui nous permet d'optimiser les capacités des uns et des autres. Alors justement, quelles sont les priorités de la RDC en particulier
pour ce sommet. Nous avons noté tout à l'heure que vous êtes venu avec une délégation. Il y avait le ministre du Budget, de l'économie. Vous avez, je crois, signé également un accord en marge de ce sommet dès aujourd'hui. Est-ce que la priorité pour vous est d'abord et avant tout économique? Disons tout d'abord qu'on ne signera aucun accord. Il y aura une déclaration commune qui est dans la suite de la déclaration que nous avons préparée au niveau ministériel à Kigali, je crois, au mois de septembre, sous la présidence de M. Borrell et de moi-même comme président du Conseil exécutif de l'Union africaine. Les priorités, ce sont les priorités pratiquement de tous les pays. Nous avons la première priorité, c'est la sécurité, la paix et la gouvernance. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Les priorités, les infrastructures, les priorités, la problématique énergétique. Tenez-vous bien, il y a au moins 600 millions d'Africains qui n'accèdent pas à l'électricité. Et toute la problématique de l'industrialisation tourne aussi comme pilier autour de l'énergie pour faire marcher les industries. Priorité également, je l'ai abordé ici, c'est la transition énergétique. J'allais même dire la transition, si vous voulez, climatique. Il y a eu Glasgow, il y a eu Paris, il y aura demain Égypte et j'en passe tout ce qu'il y a eu avant au niveau de réunions en Amérique latine. Mais en fait, l'Afrique, on tourne à rond. Alors justement, vous parlez de Glasgow, la COP26. La RDC s'est présentée comme un pays solution pour la lutte contre le changement climatique. Quels sont les axes peut-être précis que vous souhaiteriez développer en partenariat avec l'Union européenne à ce sujet? C'est même pas seulement la RDC. Effectivement, nous sommes le poumon de l'humanité, le deuxième de ce point de vue-là. Mais le premier problème, et on l'a abordé, c'est au niveau des énergies vertes. On nous dit les énergies fossiles, pétrole, gaz, c'est polluant. D'accord, mais quelle est la pièce de réchange? Aujourd'hui, moi j'ai une surface, des hommes et des femmes qu'il faut nourrir, à qui il faut donner de ressources, qui doivent avoir l'énergie, je l'ai dit tout à l'heure. Ok, pas de pétrole, on n'exploite pas. Nous avons beaucoup de gaz dans le lac Kivu, vous le savez, on le sait. Vous dites, n'exploitez pas ça parce que c'est polluant. D'accord, on accepte. Mais qu'est-ce que je vais faire face aux problèmes existentiels de la population? Deux, il faut encourager les pays qui font un effort, par exemple, vers l'énergie solaire, qui est une énergie verte, une énergie renouvelable, non polluante. Quels sont les investissements qui sont possibles? Qu'est-ce que les Européens, qu'est-ce que l'Union européenne, pour circonscrire la surface européenne, qu'est-ce que l'Union est prête à faire, par exemple, pour l'extension de l'énergie solaire? L'énergie éolienne, ce n'est pas encore développé en Afrique, mais il y a une possibilité. Vous comprenez? Donc, il y a ça. Nous avons des tourbières en RDC qui est absolument nécessaire, dont la conservation est nécessaire pour créer des conditions écologiques favorables à la sauvegarde de l'humanité. Nous faisons un effort. Quelle est la contrepartie? On nous dit, il ne faut pas exploiter la forêt. On veut bien. Nous avons besoin. C'est ça que vous souhaitez négocier ici à Bruxelles. Nous devons arriver à trouver des compensations, à trouver des possibilités d'encouragement de pays, pas seulement africains. Il y a l'Amérique latine, de tous les pays à travers le monde qui font un effort pour garantir à l'humanité sa survie. Il y a eu beaucoup de facilités, beaucoup d'instruments financiers. Moi-même qui vous parle, j'ai fait ici à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP pendant plus de 20 ans. Je connais le dossier. Mais les modalités, les conditions d'accès aux fonds verts, aux fonds bleus sont telles qu'elles sont prohibitives et on ne voit pas trop où est-ce qu'on en est. Et souvent, quand on aborde la question, on se perd dans des discours, que ce soit à Glasgow, que ce soit dans le cadre du G20. Le problème n'a jamais été résolu comme il se doit. Voilà. Alors, c'est une des priorités, on l'a compris, de la République démocratique du Congo. Une autre priorité, c'est le mal du siècle, la peste du siècle. Le Covid, justement. Voilà. J'aimerais bien qu'on parle un instant du Covid, puisque lorsque le président congolais a présidé l'Union africaine, l'an dernier, il avait insisté sur la nécessité de produire des vaccins en Afrique pour en améliorer l'acceptation par les populations. L'Union européenne refuse toujours de lever les brevets sur les vaccins. Est-ce qu'il va y avoir une unité de l'Afrique sur cette question ?
encore à ce sommet, aujourd'hui et demain? Pour nous, il n'y a aucun problème. Non seulement qu'on a le même langage, mais on utilise les mêmes expressions. Et nous considérons que s'il y a vraiment une coopération franche dans la perspective de la solidarité internationale, il ne suffit pas de nous envoyer des vaccins, c'est une bonne chose, on ne refuse pas, mais il faut nous mettre en capacité de gérer la Covid nous-mêmes. Et là, la production de vaccins est importante. Alors, la question de brevets, jusque-là, on est en discussion. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité parce que, au-delà de la propriété intellectuelle, il y a tout un flux financier important à travers la production de vaccins. Et pas seulement l'Union européenne, hein, les gens qui ont inventé les vaccins ne sont pas encore disposés à permettre à ce que les autres le produisent. Nous demandons qu'il y ait une sorte de sursis pendant une période pour quand même gérer la Covid et terminer la pandémie. Et on va voir jusqu'où on peut aller, si on peut accepter des aménagements sans préjudicer nécessairement ceux qui ont le droit de propriété intellectuelle sur les vaccins que nous utilisons actuellement. Donc au moment où je vous parle maintenant là, on est dans les discussions. Et nous espérons que du côté des Européens, ils vont comprendre que c'est dans l'intérêt de tout le monde que de voir la Covid, même si ça n'a pas été, si vous voulez, la peste comme à l'époque, on parlait de la peste en Afrique. On dit que Dieu nous a préservés, mais on voudra que ça se termine partout. Peut-être une dernière question, Monsieur Lutundola. Le président turc Tayyip Erdogan est attendu samedi à Kinshasa. Vous avez parlé tout à l'heure. Dimanche. Voilà, dimanche à Kinshasa. Vous avez parlé des différents partenariats Chine, Afrique, Turquie, Afrique, Union européenne, Afrique. Il sera reçu par le président Tshisekedi à Kinshasa. Est-ce que c'est ce qui explique l'absence de Félix Tshisekedi ici à Bruxelles? Je rappelle qu'il est le président sortant de l'Union africaine et il n'est pas là aujourd'hui. La délégation congolaise est conduite par le Premier ministre. Vous dites bien président sortant, mais ce n'est pas la raison suffisante. Il faut savoir que nous avions été ici, je crois, au mois de décembre, après le sommet Afrique et Turquie. On a préparé ensemble ce qui se passe aujourd'hui. Le président Tshisekedi était ici. Il faut savoir également qu'il y a un certain nombre de rendez-vous diplomatiques. Il n'y a pas seulement que le président Erdogan. Le 24, c'est-à-dire le jeudi de la semaine prochaine, nous avons le sommet sous le mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Pardonnez-moi, je vous pose la question un peu brutalement, mais est-ce que l'absence du président Tshisekedi à Bruxelles peut vouloir dire que finalement il privilégie le partenariat avec la Turquie et l'accueil du président turc au partenariat avec l'Union européenne? Le président l'a toujours dit, la vocation d'ouverture de notre pays qui est dans sa géographie, parce que la politique des États, la politique extérieure se trouve aussi dans la géographie. La vocation d'un pays d'ouverture, d'un pays de partenariat, elle est là, elle est confirmée, donc il n'y a pas de partenaires privilégiés. Nous avons des partenaires traditionnels et nous n'attendons pas renoncer à ce partenaire. La preuve, c'est que nous sommes là. Mais je dis qu'il y a un agenda diplomatique qui est bien rempli et aussi ce qui s'est fait ici. En fait, c'est la phase finale. C'est un travail qui a commencé, je vous ai dit, avec la réunion ministérielle, qui a commencé aussi et qui a été poursuivie par le comité des ambassadeurs à Addis Abeba. Donc, c'est la phase finale. Donc, ce n'était pas absolument nécessaire qu'ils viennent. C'est ça que le Premier ministre qui coordonne a conduit la délégation de la RDC. Merci beaucoup, Christophe Lutundola, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Merci à vous. C'est à vous, Mohamed.